Bonjour à tous. Je me présente, Alain Cointe, Université de Bordeaux. Je travaille à l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux, comme Philippe Gallimard, et je suis enseignant à l'IUT de génie civil et construction durable. Donc, je vais vous présenter un exposé sur aujourd'hui les assemblages par goujon collé. Voilà un rapide sommaire. En guise d'introduction, ils sont apparus en 1978 et ils ont été mis en œuvre dans le cadre de la rénovation du monastère de la Grande Chartreuse. C'est une technique d'assemblage qui repose sur la technologie du collage structural. En gros, on vient percer des éléments en bois et insérer des tiges métalliques ou non avec une résine ou une colle. Et ces assemblages permettent de réaliser des assemblages de continuité, de transférer des moments d'encastrement, de réaliser des jonctions de ferme, bref, ou des ancrages en pied de poteau. Donc leurs principaux avantages, c'est qu'ils permettent un remplacement à minima d'éléments dégradés dans le cadre de la préservation de l'existant. Ils ont des atouts de grande résistance et rigidité. Ils permettent une protection, une résistance au feu du fait de la présence de bois autour de cet assemblage. Les taux de travail des sections de bois sollicitées sont importants. Ça permet également de faire des assemblages parallèlement au fil du bois, des aboutages. Ils ont un intérêt esthétique aussi, puisque les assemblages, enfin les transmetteurs d'effort sont dissimulés au sein des pièces de bois. Et enfin, c'est une technique qui peut être standardisée avec une préfabrication en atelier. Donc en clair, voilà ce que c'est qu'un goujon collé. On a une pièce de bois, on vient percer cette pièce de bois dans laquelle on vient insérer une tige, métallique ou non, et qu'on vient sceller avec une colle ou une résine. Donc quelques illustrations, plus parlantes peut-être. Donc ici de la rénovation sur une charpente, quelques assemblages préfabriqués. Encore ici de la rénovation avec un ancrage dans le mur sur une pièce dégradée, donc qui permet de conserver l'existant et de remplacer à minima les éléments endommagés. Encore voilà quelques exemples avec ici des goujons insérés perpendiculairement au fil du bois pour refermer la fissure existante. Voilà. Rapidement, ici sur du neuf. Ici, des exemples de standardisation et de préfabrication en atelier. Voilà. Alors en gros, pour mettre en place ces assemblages, il y a différentes techniques de mise en œuvre et ce dont il faut s'assurer, c'est déjà de percer le plus droit possible la pièce de bois, ce qui n'est pas simple, s'assurer du centrage de la tige dans son pré-perçage et ensuite soit on rentre la tige de manière mécanique forcée en pré-injectant d'abord la résine et ensuite en poussant la tige, ce qui est plus compliqué. Soit on vient réaliser des évents dans la pièce de bois et on injecte la résine pour pouvoir insérer plus facilement la tige métallique dans la pièce de bois. Alors des défauts de mise en œuvre qu'il va falloir éviter absolument, c'est de percer de travers, c'est de mettre la tige penchée dans sa réservation, c'est de ne pas centrer la tige métallique dans son logement. Donc pour ça, il y a des bagues de centrage qui permettent de centrer au mieux la tige, ce qui n'est pas toujours très simple, et d'éviter les vides de colle. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de plan de suivi de contrôle qualité et de méthode de contrôle commune, ce qui freine peut-être un peu l'utilisation de cette technique. Ici, une petite illustration justement sur ce type de défaut, des essais réalisés en laboratoire sur des pièces massives en chaîne avec différentes longueurs de collage et différents types de défauts. Et on s'aperçoit que lorsqu'on incline la tige de quelques degrés dans son trou de logement ou qu'on décentre la tige, on peut perdre jusqu'à 25% de la résistance attendue et calculée. Donc, pour les paramètres qui vont influer la résistance de ces assemblages, on a tout d'abord la géométrie de l'assemblage, avec le diamètre du goujon, la longueur d'ancrage, les règles de pince, l'épaisseur du joint de colle. Ensuite, on a les matériaux constitutifs eux-mêmes, l'essence de bois, les colles utilisées, les variations de température et d'humidité, et aussi, évidemment, le type de chargement auquel vont être soumises les pièces de bois, et évidemment, les conditions aux limites. Savoir si les pièces vont travailler en traction, en compression, en flexion,
et si les essais vont être plutôt de type statique ou dynamique. Alors sur les différents paramètres, les principaux paramètres influents sont évidemment la longueur d'ancrage et le diamètre des organes utilisés, la résistance étant proportionnelle évidemment à la longueur d'ancrage et à la surface de collage. Plus on va augmenter le diamètre, plus on va augmenter la surface de collage, et donc on va permettre un accroissement de la force à la rupture. Pour l'épaisseur du joint de colle, c'est en général entre 0,5 et 3 mm, mais les effets de cette épaisseur du joint de colle dépendent fortement de la formulation même de l'adhésif. En termes d'économie, évidemment, moins on mettra de colle et moins ça coûtera cher. Par contre, la mise en œuvre devient plus contraignante et il devient plus compliqué de centrer la tige et de répartir uniformément la colle. Et enfin, un paramètre influent important, c'est l'orientation même du goujon dans la pièce de bois par rapport au fil du bois, sachant que sa résistance sera maximale dans le sens du fil du bois et minimale dans le sens perpendiculaire au fil du bois du fait de contraintes de traction perpendiculaires au fil. Donc pour mettre en œuvre ce type d'assemblage, il faudra porter une attention particulière aux 3 matériaux qui sont principalement utilisés, le bois, l'acier et l'adhésif. Alors les pièces de bois sont principalement des pièces en massif, des pièces massives ou alors des pièces en bois reconstitué, du LVL, du CLT, et le choix des essences dépendra du choix des concepteurs. Pour ce qui est des études scientifiques, majoritairement, elles sont axées sur l'utilisation d'essences résineuses pour les constructions neuves, alors qu'en restauration, elles sont plutôt orientées sur l'utilisation de bois feuillus de haute densité. Et ce qui va influer la résistance de l'assemblage pour le dimensionnement, ce sera la densité des bois utilisés, le module Young du bois et les propriétés mécaniques de ces pièces de bois, à savoir les résistances en traction, flexion, cisaillement, compression, etc. Je vais essayer de ne pas trop parler de mécanique pour simplifier. En termes de goujons, la plupart du temps, donc, ils sont utilisés en acier et du fait de leur résistance élevée et de leur capacité de comportement ductile. Alors ductile par opposition à fragile. Un matériau fragile, il va casser dans sa phase élastique, alors qu'un matériau ductile va avoir une plus grande capacité de déformation et on pourra aller plus loin en termes de déformation. La plupart du temps, on va utiliser des tiges filetées pour augmenter l'ancrage mécanique du fait de la rugosité de la tige et de l'augmentation de la surface de contact. Et suivant le type de comportement d'assemblage désiré, et suivant le type d'acier qu'on va utiliser, soit des aciers à haute limite élastique, soit des aciers à plus faible limite d'élasticité, on aura des modes de ruine plutôt fragiles, ou alors des modes de ruine plutôt ductiles, avec une plastification de la tige et une plus grande capacité de déformation. En solution alternative, il existe l'utilisation de tore à béton lisse, de tiges en polymère renforcé ou de fibres de verre et de carbone. L'intérêt, c'est qu'il y a un meilleur ratio poids-résistance et une bonne résistance au phénomène de corrosion. Par contre, leur coût est un peu rédhibitoire et les modes de rupture sont souvent fragiles. Au Japon, par exemple, on utilise également des bois durs. L'avantage, c'est qu'ils sont plus économiques et ce qui permet aussi de minimiser la différence de rigidité entre les différents matériaux. L'inconvénient, c'est que les résistances sont plus faibles et que le mode de ruine est plutôt aussi du type quasi fragile. Enfin, pour l'adhésif, il doit assurer la transmission des efforts entre les pièces, il doit avoir une compatibilité qui est bonne entre le bois et l'acier, il doit être tolérant aux différences de rigidité entre les matériaux. Principalement, on va trouver 3 types de colles, des colles phénol-résorcinol, PRF, qui sont de moins en moins utilisées. Aujourd'hui, des résines de type époxy ou alors des colles polyuréthane. Après, ces produits peuvent exister sous forme de monocomposants ou de bicomposants. L'époxy a un intérêt discutable peut-être, souvent plus résistant, peu sensible à l'humidité, et il n'y a pas d'émission de composés lors de la réticulation de la colle, et donc ça limite l'apparition de bulles à l'intérieur du joint. Et enfin, on peut rajouter des agents chimiques et des charges minérales pour modifier la viscosité et l'adhérence de cet adhésif au sein de l'assemblage.
Deux autres paramètres assez importants pour ce type d'assemblage sont la température et l'humidité, puisque leur mise en œuvre dans des conditions climatiques variables influence fortement la durée de vie. Cette durée de vie et le comportement à long terme va également être influencé par les variations de température et d'humidité qui vont amplifier le phénomène de fluage. J'y reviendrai un peu par la suite. C'est pour ça que l'utilisation de ces techniques est plutôt recommandée en classe de service 1 et 2, c'est-à-dire en intérieur chauffé ou sous abri, par opposition à la classe 3 où vous serez directement soumis aux intempéries. Alors ces cols sont souvent certifiés par les fabricants jusqu'à une température de l'ordre de 50 degrés, une température qui a été définie bien en dessous de ce qu'on appelle la température de transition vitreuse, c'est-à-dire la température à partir de laquelle l'adhésif va passer d'un comportement, on va dire, solide à un comportement plus liquide et avec une tendance à un certain écoulement. Et malheureusement, cette TG ne semble, pour avoir fait des essais en laboratoire, cette TG ne semble pas être un indicateur pertinent et surtout suffisant pour préconiser des plages d'utilisation sécuritaires. Par exemple, pour l'époxy, on a une température de transition vitreuse de l'ordre de 69 degrés et pour la polyuréthane de 86 degrés, alors qu'on a montré par des essais qu'il y avait de très fortes pertes de raideur et de résistance dès 40 degrés lors de tests d'arrachement. Ce qui peut poser des questions dans le cadre, par exemple, de renforcement de charpente sur des monuments anciens, sur des combles soumis à de fortes variations de température. Ça peut avoir des impacts non négligeables. Le phénomène de glissement des assemblages, il peut être justement à l'origine de stabilité, de problèmes de stabilité des ouvrages. Et ce glissement d'assemblage est pris de manière normative dans l'Eurocode 5 à travers d'un paramètre identifié comme étant KSER, la rigidité de l'assemblage, et son impact est d'autant plus important que le degré d'hyperstaticité de la structure est grand. C'est-à-dire que quand vous avez une structure hyperstatique, si un assemblage venait à glisser, ce seraient les éléments adjacents qui devraient reprendre les efforts, sachant que l'assemblage a glissé, il n'est plus capable de reprendre d'efforts, et donc les autres éléments adjacents vont se retrouver rechargés sous ce glissement d'assemblage d'un élément. Et enfin, les problématiques liées au temps sont prises en considération à l'être d'autres paramètres modificatifs, comme KMOD et KDEF, qui vont prendre en compte la durée de chargement et les conditions environnementales de température et d'humidité. Alors, un peu moins de texte peut-être, ce sera plus digeste. En réalisant des essais dynamiques mécaniques sur deux types de colle, donc une époxy et une polyuréthane, on voit apparaître ici donc, les températures de transition vitreuse de ces deux éléments-là. Et on peut voir sur le graphique suivant l'évolution des propriétés du module Young de l'adhésif employé en fonction de la température. Et on s'aperçoit que dès 40 ou 50 degrés, le module Young commence à diminuer et s'effondre totalement aux alentours de 80 degrés. Mais si on regarde l'époxy, par exemple, on a un module Young à 4000 MPa qui passe à 2000 MPa en passant à 60 degrés. Donc on a un effondrement plus rapide pour l'époxy, mais une rigidité qui est plus importante que celle de la polyuréthane. Pour avoir fait des essais en labo, on voit ici justement l'évolution de ces courbes force-déplacement des charges en fonction de la température. On voit qu'à 20 degrés, on a un comportement de type plutôt fragile, et alors que lorsque la température s'élève, la charge de ruine diminue fortement, et on a un comportement de type plutôt ductile avec une plus grande capacité de déformation. Même chose pour l'époxy. Un comportement de type fragile aux alentours de 20-40 degrés et ensuite un comportement un peu plus ductile avec un effondrement de la charge à la rupture pour des températures plus élevées. Donc la raideur est fortement impactée puisque si on regarde, on perd plus de 40% et de 85% pour les adhésifs époxy et polyuréthane en passant de 20 à 70 degrés. Et à 50 degrés, les assemblages ont perdu plus de 40% de leur résistance pour les deux adhésifs. Et le mode de ruine est modifié puisqu'il passe d'un mode de ruine adhésif à un mode de ruine cohésif.
Quelques mots maintenant sur le phénomène de fluage. Donc le fluage, c'est on va dire l'augmentation des déformations dans un matériau, notamment le bois, qui est sensible à ce phénomène, également le béton, sous un niveau de charge constant. Donc on a une première phase de fluage primaire, ensuite une stabilisation avec une phase de fluage secondaire, et enfin une phase de fluage tertiaire qui peut éventuellement conduire à la ruine si le niveau de charge est excessif. Donc sous niveau de charge constant, au cours du temps, on a une amplification des déformations au cours du temps, ce qui peut expliquer le fléchissement des poutres, par exemple sur un plancher. Sur des essais menés en laboratoire, on voit bien ici, alors peut-être pas évident, mais on voit l'évolution des déformations dans l'assemblage en fonction de la température, de l'humidité ambiante et de l'humidité des bois. Donc les courbes en noir sont l'humidité relative, le taux d'humidité des bois. En rouge, vous avez la température et en vert, vous avez l'humidité relative de l'air. On voit bien que la cinétique de déformation et de déplacement dans ces assemblages est fortement conditionnée par les variations de température et d'humidité. Au bout de 25 jours de mise en charge sur des essais de fluage, on a perdu 25% de la raideur initiale. Et lorsque on a des prises d'humidité, les déformations vont s'accentuer alors qu'elles vont diminuer au séchage. Et de la même manière, lorsqu'on a une phase de séchage suivie d'une reprise rapide d'humidité, on va affecter la durée de vie et provoquer justement l'apparition d'un fluage tertiaire, par exemple. Donc ici, on a mis en place des bois à 18% d'humidité, 17% d'humidité relative, des bois, pardon, et donc on les a fait passer d'une classe de service 2 à une classe de service 1, et on voit que du fait du séchage de ces éprouvettes, l'amplification des déformations a été assez importante au cours du temps. Alors malheureusement, ces assemblages, ils sont rarement mis en œuvre avec une seule tige dans l'assemblage. Bien souvent, on en met plusieurs. Donc ici, vous avez une illustration sur des essais de caractérisation d'assemblage testés en laboratoire avec 4 tiges instrumentées, avec des capteurs un peu partout pour mesurer les efforts dans chacune des tiges et les déplacements de chacune des tiges. Mais ce qu'on s'aperçoit à l'intérieur de cet assemblage, c'est qu'on a des disparités de chargement et de raideur, puisqu'on a un comportement qui est globalement identique au monoassembleur, avec une rupture de type quasi fragile. Par contre, on peut avoir des écarts de force dans chacune des tiges de l'ordre de 15 à 20%, des écarts de raideur de l'ordre de 50%. Bien souvent, on a une rupture dans le goujon le moins raide, ce qui, lorsque celui-ci arrive à la rupture, il va recharger les éléments adjacents, qui pourtant, de manière normative, sont tous qualifiés avec la même résistance. Ce qui pose des questions sur le rechargement d'éventuels éléments. Lorsqu'un élément glisse, il va recharger les éléments adjacents et donc le taux de charge de cet élément va être bien supérieur à celui pour lequel il aura été calculé. Ensuite, pour mettre en œuvre ce type d'assemblage, il existe des règles de pince, donc des règles d'espacement dans l'assemblage pour éviter des modes de rupture fragiles, illustrés par la suite. Et donc, il y a des règles à respecter. Et malheureusement, aujourd'hui, ces règles, elles ne sont pas tout à fait en accord sur les distances à respecter entre chacun de ces organes d'assemblage. Ce qui peut avoir des conséquences ensuite sur les modes de ruine envisagés, avec différents modes de ruine possibles, soit une rupture de type adhésive à l'interface bois adhésif, le premier mode de rupture. Ensuite, on peut avoir une rupture en traction des pièces de bois. On peut avoir un arrachement de groupe, un arrachement de bloc. On peut avoir du fendage de pièces de bois. Et enfin, une rupture à l'interface métal adhésif. Alors là, ça se complique un peu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les formulations, rassurez-vous. C'est juste pour vous montrer que la réglementation actuelle, aujourd'hui, elle est en Europe et même dans différents pays, on le verra par la suite, elle n'est pas tout à fait en accord et les formules ne disent pas toutes la même chose. Et donc forcément, elles ne prédisent pas la même charge de ruine. Là, je vous en ai mis un peu plus, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si on regarde un peu ce qui se fait au niveau, on va dire, mondial, en Russie, en Suède, en Italie, en Allemagne, en Suisse, on s'aperçoit qu'il y a encore plus de divergences et que
pour un même assemblage, on n'obtiendra pas du tout la même résistance suivant la formule qu'on va utiliser. Ce qui est un peu gênant pour la mise en œuvre et pour la certification. Et donc, en termes d'interrogation et de perspectives de recherche, il va falloir travailler encore pas mal sur l'uniformisation de ces différents règlements, sur ces problèmes de rigidité d'assemblage, ces règles de pince à uniformiser, se pencher sur l'effet de la durée de chargement et des conditions environnementales, de température et d'humidité, qui peuvent jouer avec le phénomène de fluage et engendrer des pertes de résistance. On s'intéressera également au comportement à long terme de ce type d'assemblage. On arrive assez bien à les caractériser à court terme, mais sur 10 ans, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Il n'y a toujours pas de méthode actuelle de contrôle qualité suffisamment pertinente, notamment dans le cadre de la rénovation, où il faut s'adapter à l'existant et s'assurer du centrage des tiges, ce n'est pas toujours très simple. Et puis encore, de nombreuses interrogations sur la formulation des cols, la variabilité propre aux matériaux bois, la présence de pentes de fil différentes, la présence d'aubier ou de duramen dans les pièces de bois assemblées. Tout ça font que aujourd'hui, il reste quand même pas mal de boulot pour être plutôt serein sur la mise en œuvre de ce type d'assemblage. Nous, ça nous arrange, ça nous fait un peu de travail. En revanche, ces assemblages, ils ont des atouts indéniables. C'est leur grande résistance et leur grande rigidité. Ça permet par exemple de faire du bâtiment multi-étagé en bois, qui est plutôt dans l'air du temps actuellement. Ça a un avantage aussi sur des qualités esthétiques, puisque les assemblages peuvent être dissimulés. Mais il reste encore du travail sur ce type d'assemblage pour éviter peut-être de futures pathologies. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité à ce colloque, pour participer à cette journée. Donc depuis ce matin, effectivement, mes collègues ont parlé du bois d'un côté plutôt physique. On a beaucoup de physique ce matin et la datation. Et des termes ont été utilisés ce matin. On a parlé de le bois est hygroscopique, le bois est anisotrope, le bois est hétérogène. Moi, je vais rajouter un autre terme, c'est que le bois il est biodégradable. Donc je vais vous parler de la biodégradabilité en fait du matériau bois. Qui est utilisé bien sûr dans les bâtis patrimoniaux. La problématique est également la solution qui est utilisée actuellement et les problèmes aussi que ça nous pose. Alors, en introduction d'abord, donc le bois, bien sûr, tout le monde sait qu'il provient des arbres, donc on abat les arbres, puis après on les transforme, et la transformation en fonction, bien sûr, de l'utilisation finale. Puis après, on utilise ce bois dans le bâtiment, soit en parquet, ou en mobilier, ou lambris et autres. Donc nous, on va s'intéresser plutôt au devenir de ce matériau dans le bâtiment. Mais tout d'abord, avant de commencer le sujet, le bois, bien sûr, est formé sous l'effet, bien sûr, de phénomènes complexes, que ce soit chimiques ou biologiques, pour nous donner ce dont mon collègue a parlé juste avant moi, donc du duramen et de l'aubi. C'est-à-dire la partie active qui est à l'extérieur et le duramen qui est à cœur. Puis les parois cellulaires du bois, donc ce matin vous avez vu des photos par microscopie. Ces parois cellulaires sont composées majoritairement, bien sûr, de cellulose, d'isémicellulose et des lignines. Les lignines, donc on a dans la littérature, bien sûr, donc tout le monde est d'accord que pour les lignines, on a une variation qui est significative, donc entre les feuillus et les résineux, et c'est ce qui explique aussi la préférence ou le développement de champignons sur les résineux et sur les feuillus. Donc c'est ces taux, bien sûr, de lignine ou de cellulose. Donc j'ai introduit juste, mettre un peu des choses en avant. Maintenant, quand on parle des altérations ou de bioaltération du bois, donc on a 4 types d'altérations. On a des altérations
qu'on peut qualifier donc, les altérations plutôt des propriétés esthétiques. Et là, on a excusez-moi, j'ai utilisé un terme anglophone, mais c'est le bluissement du bois, c'est-à-dire que le bois qui prend une couleur bleu noirâtre. Donc là, c'est plutôt généré par des moisissures. Donc là, j'ai pris un exemple, mais on a une centaine d'espèces qui peuvent effectivement générer cette coloration. Et c'est généralement provoqué sur du bois frais. Hein, donc ça ne concerne pas du tout les monuments historiques. On ne les rencontre pas du tout. Puis après, on a d'autres altérations, c'est des champignons qui sont capables de dégrader les propriétés mécaniques. Donc c'est cela plutôt qui nous intéresse. Donc dans ce groupe, donc, on peut trouver bien sûr donc, les agents qui sont responsables de la pourriture cubique, ou brune, on appelle ça. Et là-dedans, donc, on va avoir certaines espèces. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. On va voir quelques espèces, mais également l'espèce qui nous pose problème actuellement hein, au niveau national, c'est le Surpila lacrumens. C'est le champignon le plus commun qu'on rencontre au niveau national. C'est la mérule. Donc, c'est son nom scientifique. Puis après, le deuxième groupe, c'est les agents de pourriture fibreuse ou blanches, qu'on appelle blanches. C'est un basidiomycète, donc là aussi, donc on a quelques espèces, on a plutôt une espèce qu'on rencontre souvent dans les monuments historiques. Puis après, le troisième groupe, c'est les pourritures molles. Donc là, c'est un champignon qui est capable de dégrader, que ce soit la cellulose, les lignines et les hémicelluloses. C'est engendré par une moisissure aussi, donc un champignon inférieur. Là également, donc ça, on ne le rencontre pas vraiment dans les monuments historiques. Donc, ce qu'on rencontre généralement hein, dans le milieu patrimonial, donc c'est les agents de pourriture cubique. Donc, vous avez en haut un carpophore, donc une espèce, puis les agents de pourriture fibreuse, donc qui correspond à la photo en bas à droite. Donc, pour identifier et caractériser ces basidiomycètes, donc on peut se baser bien sûr sur plusieurs critères. Donc, on peut les identifier in situ. Hein. Donc, c'est-à-dire, il faut juste que la personne ait un peu d'expérience. Donc, on peut identifier correctement les agents si on se base sur certains critères. Les premiers critères, c'est bien sûr l'apparence des dégâts. Donc, le bois. On va voir d'abord le bois. Est-ce qu'on a la couleur ou la consistance du matériau? Donc là, on peut déjà différencier les deux types d'agents. Hein, donc, les agents de pourriture cubique et les agents de pourriture fibreuse. Donc, le bois, ici, il est transformé il est brun, bien sûr, parce qu'il a perdu la cellulose et les hémicelluloses, donc il nous reste les lignines qui est dans cette couleur. Puis après séchage, donc on a la formation des cubes, donc c'est pour ça qu'on les appelle bien sûr pourriture brune ou cubique, parce qu'on a des cubes. Et sur la photo de droite, donc là c'est l'inverse, donc c'est le champignon qui s'attaque aux lignines, puis il laisse les celluloses et les hémicelluloses, donc on a le bois, il est sous l'apparence de fibres. Donc il nous reste de fibres de cellulose, c'est pour ça qu'on les appelle pourriture fibreuse ou blanche, parce que le bois il est blanc. Puis après, il y a d'autres critères. Donc les autres critères, bien sûr, c'est la fructification. Donc c'est les sporophores, hein, c'est la tête des champignons. Donc là, on peut se baser sur la taille, la forme, la consistance, la couleur. Donc là, vous avez quelques spécimens qu'on rencontre dans les monuments historiques. Donc on les voit ici. Donc on peut déjà, avec ça, on peut identifier. Mais des fois, ça arrive que certaines espèces, effectivement, donc, attaquent le bois, mais par contre ne font pas ces fructifications. Donc on a du mal à les identifier. Et dans ce cas, on peut passer par l'identification par des méthodes moléculaires. Donc c'est-à-dire la biologie moléculaire, puis après on identifie l'espèce. Quelques exemples déjà pour les agents de pourriture cubique. Donc le bois, comme je l'ai dit précédemment, donc, devient friable et sa couleur s'assombrit, suite bien sûr à la dégradation, l'élimination de la cellulose et des hémicelluloses. Et après séchage, donc, on a de larges fissures longitudinales et transversales qui apparaissent. Donc comme ce qu'on a ici sur cet exemple. Voilà ce qu'on rencontre dans les monuments historiques. Donc on peut rencontrer ces champignons, bien sûr, sur le bois. D'abord, ils se développent sur le bois. Donc on a ici des exemples.
On a ici donc un meuble qui est complètement attaqué, puis après les matériaux qui sont dans ce meuble donc, sont couverts par le champignon. Donc on a des filaments qui envahissent complètement les éléments. Puis après on a également donc, du bois sur des surfaces peintes, donc où le champignon bien sûr utilise le support, utilise plutôt la maçonnerie comme support, mais ne dégrade pas la maçonnerie, mais par contre il peut se propager sur cette maçonnerie et des fois même là pénétrer, par exemple, les maçonneries comme ici. D'autres exemples qui sont, on va dire, plutôt générés par l'humain, cette fois-ci, c'est-à-dire qui a provoqué ces problématiques. Donc ici, la crypte de l'église Saint-Jean à Toulouse, donc c'est des fouilles archéologiques, donc pour que les archéologues travaillent. Donc ils ont installé un échafaudage, l'échafaudage en bois, dans un milieu qui est très humide. Ils ont couvert les maçonneries avec un géotextile, puis quelques jours après, une dizaine de jours après, il y a l'apparition effectivement du champignon qui progresse vers les éléments qui sont en bois. Donc c'est-à-dire c'est un environnement où on ne peut pas vraiment installer donc, ce matériau. Les églises, en général, oui. Les églises, on a effectivement énormément de problèmes donc de développement de champignons. Donc là, c'est une église où on le voit sur la photo déjà, on voit des traces d'humidité, donc on a la nappe phréatique qui n'est pas loin, donc on a des mouvements, des cycles d'eau. Et quand on regarde bien sûr au fond, ici, sur ces maçonneries, donc on voit le lambris bien sûr qui n'est plus à niveau, donc on a la base qui est complètement dégradée, ça disparaît petit à petit. Et quand on cherche un peu, donc on trouve donc, ce genre de champignons, donc c'est le carpophore qui nous a permis bien sûr d'identifier cette espèce. Voilà des exemples, je les passe rapidement. Lambris altéré par des champignons, ou les cas donc, comme ça. Donc c'est des champignons aussi que, j'ai oublié de le préciser, c'est les basidiomycètes généralement, ils sont invisibles, donc ils se développent masqués, donc ils sont à l'intérieur du matériau, ou derrière des lambris, sous des parquets, donc on découvre les dégâts, généralement. Là, on n'est pas dans un bâtiment, mais c'est un bateau, donc c'est pareil. On a constaté des dégradations donc, par ce champignon à l'intérieur donc, du Martrogé, qui est classé monument historique. Le château de Champ. Donc là c'est pareil. Donc ça, c'est un plafond qui s'est effondré à cause, en tout cas, également du développement des champignons sur les lambris. Donc ça, c'est imprévisible, c'est-à-dire on peut pas, c'est très difficile en tout cas à détecter. Donc Versailles, pareil, donc sous un parquet, donc on a découvert également donc des développements de ces champignons. Plus récemment, donc l'église Saint-Joseph à Roubaix, donc là c'est pareil, donc c'est des panneaux en bois peint, donc le champignon se développe derrière, puis après, il ressort donc sous cette forme, donc on voit très bien. Donc là, les produits dérivés du bois, donc sur la cellulose directement, pareil, donc dans des livres. Donc c'est-à-dire ces champignons nous posent énormément de problèmes sur pas mal de matériaux, mais plutôt les matériaux cellulosiques. Le musée archéologique du château de Mayenne, donc, que la commune bien sûr a décidé de transformer en musée. Et lors de travaux, donc pour le passage d'électricité, on a découvert bien sûr des champignons de ce genre ou ce genre-là. Donc sur des poutres, qui se tiennent des planchers. Donc voilà, donc c'est pas des stalactites, c'est vraiment un individu, donc champignon qui dégrade le bois. Pour l'autre groupe, donc les agents de pourriture blanche, donc là celui qu'on rencontre vraiment assez souvent, c'est le Donkioporia expansa ou le Philinus megaloporus, son nom latin. Donc ce champignon a bien sûr un carpophore qui est assez typique. Donc ce qu'on voit ici, donc c'est un carpophore qu'on a cassé en deux. La taille maxi donc de ce carpophore, c'est entre, on voit à peu près, donc c'est entre 15 et 20 cm.
avec la présence de plusieurs couches. Donc, on voit ici la superposition de couches. Donc, il y a à l'intérieur, donc on voit les couches. Donc, c'est des tubes. Hein, et à l'intérieur de ces tubes, donc, vous avez les fameuses spores, hein, que le champignon dissémine pour coloniser d'autres espaces. Donc, le champignon donc, en place, donc on voit ça, c'est dans une charpente. Donc, on voit le carpophore, donc, qui est généralement masqué et en hauteur. Et les dégâts, donc, ça peut générer sur une sablière. Donc, on a bien sûr une épaisseur qui est assez conséquente. La section elle est assez grande. Et on voit ici, on a une dégradation qui est complète, qui est générée par ce champignon. L'aspect des dégâts, donc, c'est ce que j'ai montré tout au début. Donc, c'est le bois, il se transforme en fibre de cellulose. Dans un autre cas, donc on voit le champignon là, qui se développe donc, sur les parties donc, en bois et en hauteur. Pour les méthodes de détection de ces champignons, bien sûr, les premières méthodes, c'est l'inspection visuelle. Donc on inspecte les lieux pour déterminer la présence, bien sûr, des champignons dans un espace. Et là, on recherche bien sûr des signes des dégâts des eaux, on va chercher les odeurs suspectes par exemple, ou bien la croissance fongique, hein, si on a quelque chose de visible, ou des traces d'humidité. D'autres méthodes pour évaluer effectivement l'état des bois, donc c'est la caméra endoscopique pour essayer de voir un peu si on trouve quelque chose. Les résistographes. Mais malheureusement, les méthodes les plus utilisées actuellement hein, au niveau national, c'est ça. Donc c'est des méthodes destructives, c'est des tournevis, on a des lampes, des marteaux, des pieds de biche, des perceuses pour voir un peu l'état des bois. Et pour évaluer l'état sanitaire, bien sûr, du bois, donc on est obligé de faire des sondages. Donc on est obligé de retirer bien sûr le plâtre et de regarder un peu l'état des boiseries qui sont derrière. Et là également, ça pose le problème bien sûr de les endroits qu'il faut sonder ou pas. Donc là, c'est bien sûr à l'avis de l'expert qui est sur place. Donc au labo, nous, on s'est lancé dans une voie depuis 2005, donc en collaboration avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, sur la détection des champignons en général, et les basidiomycètes, on les a intégrés dans cette étude. Donc c'est d'essayer de détecter ces champignons par plutôt les composés organiques volatiles. Donc c'est des gaz hein, qui sont émis par ces champignons. Donc et ces substances volatiles, ils peuvent provenir bien sûr soit du métabolisme du champignon lui-même, soit de la dégradation du substrat, soit des deux. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des gaz qui sont émis. Et l'avantage de ces techniques, c'est que c'est des gaz, et les gaz, ils ne sont pas piégés par les matériaux poreux. Donc ils peuvent traverser effectivement tous les matériaux qui sont poreux. Donc ça, c'est un des avantages de cette technique. Pour schématiser un peu ce qui se passe, c'est donc vous avez ici un schéma, donc c'est-à-dire une échelle de temps. On a les spores fongiques, donc les spores, donc que ce soit champignons, bactéries, donc sont présentes dans tous les environnements, donc c'est-à-dire aussi dans l'environnement MH, donc c'est pas des milieux stériles. Donc ces spores, ils vont se déposer bien sûr sur le matériau, et si les conditions sont favorables, donc là, ces spores vont germer, donc on va avoir une germination dans les 24-48 heures, donc ça germe. Après germination, donc, ils vont croître sur le matériau. Donc là, on a l'altération des matériaux, bien sûr, qui commence. Puis après, à la fin, on a la sporulation. C'est-à-dire le champignon va sporuler. Donc ce qu'on a constaté, et ce qu'on sait, c'est que les composés organiques volatiles sont émis dès le démarrage. Donc c'est-à-dire dès la germination, donc on peut effectivement détecter. Donc ça, c'est-à-dire ces techniques, on peut l'utiliser pour plutôt la surveillance, c'est-à-dire surveiller un espace. Donc ça, c'est très intéressant. Puis après, quand ça croît, c'est-à-dire le champignon croît, donc on a toujours les composés organiques volatiles qui sont émis, mais également les aérosols, hein, donc c'est-à-dire on a quelques morceaux d'if qui sont émis ou les mycotoxines aussi, qui sont émis dans l'air.
Puis, à la fin du cycle, ben, on a toujours les composés organiques volatiles, puis après, on a aussi les aérosols, c'est-à-dire les spores. Donc, on a les spores qui sont émises en plus. Donc, nous, oui, c'est le projet qu'on a lancé s'intéresse bien sûr à ces coves, mais dès le démarrage. Ou sinon, c'est pour déterminer effectivement l'activité. Mais je ne vais pas présenter vraiment le projet, mais je synthétise pour vous dire juste que ça existe. C'est-à-dire que cette technique-là existe aujourd'hui. Donc, le but, c'est de chercher, bien sûr, une empreinte chimique spécifique pour les champignons. L'étude a été réalisée en passant, bien sûr, par des prélèvements des coves en laboratoire. Donc, c'est-à-dire on fait des cultures de champignons, puis après on récupère les coves et on les analyse. Puis après, avec des essais in situ aussi, donc réaliser des prélèvements, puis après analyse en laboratoire en chromatographie gazeuse, bien sûr, couplée avec un spectro de masse. Et on s'est rendu compte qu'on ne peut pas se baser sur un seul composé organique volatile pour déterminer la présence ou l'absence donc des champignons dans un espace. Donc on a énormément d'erreurs. On peut commettre des erreurs en se basant sur un seul cove. Donc on était obligé effectivement de détecter plusieurs composés organiques volatiles, donc qui sont émis par les champignons comme traceurs. Et c'est ce qui a été fait. Donc on s'est basé dans l'indice qui a été fabriqué sur des molécules, donc une dizaine de molécules. Donc ici, la présence de ces dizaines de molécules peut nous permettre donc de conclure sur la présence ou l'absence donc des champignons dans un espace clos. Donc dans tous les environnements historiques, que ce soit les musées, les cryptes, les châteaux, Lascaux aussi, la grotte de Lascaux, donc on a fait des prélèvements d'air pour déterminer la présence ou l'absence donc des champignons. Donc, dans tous les environnements où nous avons testé ces techniques, donc la contamination par les basidiomycètes a été détectée par la présence donc de ces composés organiques volatiles spécifiques. Il y a un des avantages aussi, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, les gaz ils traversent effectivement les matériaux poreux, donc on peut détecter des contaminations masquées. Donc en perspective, mais il y a déjà des choses qui sont réalisées actuellement, à l'heure où je vous parle. Les perspectives qui ont été fixées à l'époque, c'était de fabriquer un microsystème donc, pour la surveillance donc, des espaces clos. Donc aujourd'hui, actuellement, donc, on a une balise de surveillance qui est presque prête, elle n'est pas totalement prête, mais elle est presque prête. Il y a une filiale qui est montée au CSTB, qui s'appelle la filiale Biogaz, où il y a un module miniaturisé, chromatographie gazeuse, pas tout à fait, mais au moins un outil oui, qui a cet esprit-là. Et cet outil prélève l'air une fois tous les 24 heures, donc il les analyse, puis dès qu'il détecte les 10 molécules, donc il envoie le signal à la société Biogaz qui donne l'alerte, bien sûr, aux responsables du site. Donc là, ça existe aujourd'hui. Puis on continue à développer, nous, plus les outils de détection in situ. C'est-à-dire qu'on prélève directement et qu'on ait la réponse tout de suite. Donc là, c'est nos perspectives à nous. Donc on continue à travailler avec le centre scientifique et technique du bâtiment. Pour la préservation et les contrôles, donc on sait que le développement donc, des champignons donc, n'est qu'une conséquence, bien sûr, des conditions climatiques du bâtiment. Les traitements qui sont utilisés actuellement, c'est que des traitements chimiques, parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Donc on a ça, donc on utilise ces traitements chimiques pour lutter contre ces micro-organismes. Et ces produits, bien sûr, ils traitent les symptômes, mais pas les causes du problème. Donc c'est qu'il faut jouer sur la cause et pas seulement sur les symptômes. Par contre, il y a un traitement qui est proposé actuellement pour lutter contre la murule, qui engendre des dégâts et qui peut également engendrer des dégâts irréversibles sur les matériaux constitutifs des monuments historiques. Donc c'est ce que je peux vous présenter là. Donc ce traitement qui consiste à bien sûr, l'assainissement du bâtiment, ça c'est tout à fait normal, détecter la mérule, par exemple, puis après passer par la phase de brûlage, donc on brûle les surfaces, donc on utilise la thermique, puis après on purge, donc on nettoie.
Et pour terminer ce traitement, bien sûr, qui est certifié, hein, ce traitement il est certifié par nos collègues du FCBA de Bordeaux. Donc on perce les maçonneries, puis après on injecte des produits. On injecte des produits et voilà ce qui se passe au niveau des MH. Donc vous avez ici le château de Vigny, en Île-de-France, qui est un château privé. Donc là on est passé... On est arrivé après, hein, donc c'est-à-dire là, il y a déjà la purge, hein, ils ont purgé, nettoyé, brûlé, puis après, il y a les trous, je ne sais pas si vous les voyez, donc il y a des trous dans les maçonneries. Donc c'est des maçonneries qui font quand même plus de 60 cm d'épaisseur, hein, et c'est hétérogène. Donc comme on voit ici, hein, on a de la brique, et on a également de la pierre, et on a du remplissage derrière. Donc c'est-à-dire c'est d'injecter des produits, et on ne contrôle pas du tout les quantités de produits qu'on peut injecter là-dedans. Donc ça nous pose problème, plus bien sûr les peintures qui ont disparu. Donc c'est-à-dire ces parties-là sont peintes, étaient peintes. Donc ce qui reste, c'est ça, et ce que vous avez ici en bas. Donc c'est que ça génère, oui, effectivement, des problèmes pour les MH et ces techniques. Comme ici, par exemple, à Château d'Ancilfranc. Donc on a des peintures du XVIe siècle. On a la murue qui se développe, donc ces techniques-là, on ne peut pas l'utiliser. Donc on ne peut pas purger les maçonneries. Et on ne peut pas injecter des produits, donc ces techniques n'est pas vraiment adaptée pour les MH. Et même quand on n'a pas de peinture, on a toujours des mortiers. Donc le château de Mayenne, par exemple, on a des mortiers du XIIIe siècle. Et on ne peut pas les purger. Donc voilà, donc d'où la nécessité effectivement de trouver des traitements alternatifs à cette technique. Donc en 2016, donc on a monté un projet avec nos collègues de Cergy-Pontoise. Donc c'est une thèse qui est financée par le LABEX Patrima pour essayer d'étudier effectivement la biodiversité microbienne et l'évaluation in vitro donc des traitements alternatifs. Donc bien sûr on a collecté donc des échantillons sur pas mal de sites, hein, où on a ce problème de caractériser par des méthodes culturales, donc c'est-à-dire caractériser la fraction cultivable des micro-organismes, donc récupérer un maximum de micro-organismes cultivables par site, caractériser les prélèvements directement par biologie moléculaire. Voilà quelques résultats. La thèse elle a 1 an et demi, donc c'est encore récent. Ah, okay. Donc les méthodes culturales, puis les méthodes biologie moléculaire. Et le thésard, c'est Ronnie Barbeau. Donc Ronnie Barbeau développe actuellement donc un outil pour identifier ce champignon, la Serpula lacrimans et les basidiomycètes par l'infrarouge. Donc je vous présente les premiers résultats, hein, mais c'est une technique qui, en tout cas les premiers résultats sont prometteurs, donc on va continuer dans cette phase. Voilà les spectres donc, d'un filament fongique, des filaments fongiques. Donc on voit les bandes qui nous intéressent, donc qui sont là. Puis après un traitement, c'est un peu décalé, désolé, mais c'était pas comme ça. Normalement les ronds là, ça englobe tout ce qui est vert et les bleus, c'est bleu et ainsi de suite. Donc les premiers résultats donc, sont les suivants. Donc on voit très très bien qu'avec ces techniques, donc on a séparé le trichoderma qui sort tout seul, les poria placenta, donc qui est localisé ici. Puis après on a les 3 souches de mérules, donc on a récupéré donc, dans des collections, hein, donc, qui sont connues, identifiées. Donc on voit très très bien les 3 souches, donc on a réussi à les séparer. Donc bien sûr, ça représente, c'est les premiers résultats. Il y a encore du travail, bien sûr, statistique derrière, pour essayer d'utiliser ces techniques. Et pour la suite de son travail, c'est d'essayer de travailler, bien sûr, sur le biocontrôle, donc travailler sur la lutte biologique, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser les trichodermas qu'on a récupérés sur site ou des bacillus et les confronter à nos champignons. Et l'autre aspect, c'est de travailler sur les huiles essentielles. Donc là, je vous ai mis 2, mais il y en a un peu plus. On travaille actuellement sur la citronnelle, la lavande, la menthe poivrée et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les photos des premiers résultats de confrontation donc, de trichoderma avec
le Poria placenta avec un basidiomycète. Et la photo du bas, c'est la confrontation donc de le trichoderma toujours contre la mérule. Donc on voit très très bien que la mérule ne s'est pas développée plus, donc c'est resté donc non, à cet endroit-là, donc bloqué par le développement, mais par contre ici par le développement plutôt rapide donc de trichoderma, pardon. C'est plus la vitesse de croissance que vraiment synthèse de molécules. Donc, pour conclure, donc les champignons qui dégradent le bois, donc qu'on rencontre assez souvent dans les monuments historiques, sont des agents bien sûr de pourriture blanche et fibreuse. Non, pardon, pourriture brune et blanche. Le développement, ben, je le répète encore une fois, n'est qu'une conséquence bien sûr des conditions climatiques dans le bâtiment. Les traitements chimiques restent bien sûr la méthode largement utilisée pour lutter contre les basidiomycètes. Mais par contre, la méthode qui est utilisée actuellement donc, contre Serpula lacrymans donc, engendre et peut engendrer bien sûr des dégâts irréversibles pour les matériaux donc, constitutifs des monuments historiques. Et j'insiste encore que vraiment les produits, on traite que les symptômes mais pas les causes, donc il faut agir vraiment sur les causes. Et on a constaté bien sûr que l'environnement du bâtiment joue un rôle très important dans le domaine de la prévention. Et un exemple, c'est une réserve de la bibliothèque municipale d'Abbeville, donc où ils ont fait des travaux d'assainissement du bâtiment. Donc les travaux ont été finis en septembre et en février 2009, septembre 2008, en février 2009, donc un début donc d'apparition de ce genre de choses qui sortent des murs. Et en juillet 2009, donc on voit en fait, c'était un début du carpophore qui sort. Donc là, le champignon a sporulé et le bois, bien sûr, en séchant, donc on voit les cubes qui se forment. Donc c'est-à-dire cet élément, il est complètement dégradé. Une autre zone, c'est pareil. Donc vous avez une fenêtre, donc le bord de fenêtre. Donc en février 2009, donc vous avez un début de choses là qui apparaissent ici, qui apparaît ici. Puis en juillet 2009, donc vous avez le carpophore qui s'est formé complètement. Donc c'est-à-dire qu'on a stoppé en fait le cycle de dégradation du champignon. Et je vous remercie.